Alors, ça va? Vous arrivez à me suivre? Oui, docteur. Oui. Normalement, il n'y avait pas de Vous voulez que je coupure. vous lise les questions ou là, vous voulez le faire Non, Oui, c'était une discussion en fait, mais je suis quand même des questions. voilà, donc il n'y avait pas de coupure. La voix était claire, j'imagine. De ma part, oui. De Oui. mon côté, enfin. Je sais pas les autres étudiants, mais je cache, yani. Ok, très bien. Tu me poses des questions, s'il te plaît, comme ça, je me concentre moi sur les réponses beaucoup plus. Ouais. Bien sûr. Il y avait une étudiante qui avait demandé en premier, est-ce qu'il y a moyen de... Je ne sais pas si je vais trouver la question parce que j'ai oublié de la noter. Ah oui, voilà. Y a-t-il un moyen de dépistage en anténatal de l'hypothyroïdie? Et non, on ne fait pas de dépistage généralement, mais il n'y a aucun intérêt. Pourquoi on dépiste en anténatal, on dépiste à la naissance? Il n'y a rien à faire. En anténatal, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire même, c'est pas comme les autres maladies, par exemple, qui donnent des malformations à la naissance. Le dépistage anténatal, c'est fait dans les pays européens où ils peuvent faire un mal avortement et tout. Mais là, il n'y a pas d'indication. C'est-à-dire même, je ne parle pas des pays musulmans, mais même pour les autres pays, il n'y a pas d'indication d'avortement provoquée parce qu'il n'y a aucune complication. C'est-à-dire l'action au niveau du système nerveux central est assurée par le placenta. À la naissance, on fait le dépistage. Si on a une hypothyroïdie, on la traite et l'enfant, c'est-à-dire, il peut vivre correctement. S'il n'y a pas d'hypothyroïdie, on est tranquille. Mais il n'y a aucune indication, il n'y a aucun intérêt pour faire le dépistage fœtal. Voilà. Et ça ne se fait pas parce qu'il n'a pas d'intérêt. Oui, une autre question? Ok, d'accord. Vous avez parlé d'une densification exagérée. Quelle en est la cause? Je vous ai dit que le rôle des hormones thyroïdiennes à l'état physiologique, c'est de dévier, c'est-à-dire aussi d'orienter la fixation du calcium, l'ossification vers l'épiphyse au profit de la diaphyse et au profit de la corticale des os plats. D'accord? Ça, à l'état physiologique. Donc, à l'état pathologique, si on n'a pas d'hormones thyroïdiennes, donc cette orientation ne se fait pas. Et donc, l'ossification, elle reste au niveau de la diaphyse, au profit de l'épiphyse. Et donc, on trouve un retard de l'âge osseux. Par contre, au niveau de la diaphyse, on trouve des diaphyses qui sont épicées avec ossification exagérée, ainsi qu'au niveau de la base du crâne et au niveau des os plats. Par contre, en cas de l'hyperthyroïdie, on trouve le contraire. On trouve une corticale qui est mince et au niveau des épiphyses, un âge osseux qui est supérieur à la normale. Et vous trouvez chez les hyperthyroïdiennes, parce que la plupart sont des filles qui présentent la maladie de Basedow, vous trouvez un âge osseux supérieur à la normale et en parallèle, vous trouvez l'envergure supérieure à la taille et vous trouvez les membres inférieurs, c'est-à-dire le segment inférieur supérieur au segment supérieur. Donc pourquoi? Parce qu'il y a l'allongement exagéré des os du membre inférieur et du membre supérieur. Suivante, s'il vous plaît. D'accord, ok. Entre la T4 et la T3, quelle est l'hormone la plus stable? Je l'ai expliqué, je pense, c'est la T4. La T4, on l'appelle la forme de réserve intravasculaire. Donc, elle a une demi-vie qui est plus longue et elle se transforme en T3 pour qu'elle soit, c'est la T3 qui est efficace et qui est active et la FT4, elle donne la FT3. Et donc, au niveau de la circulation, au niveau vasculaire, donc la FT3, c'est le métabolite actif, donc la demi-vie, elle est très courte, et la T4, c'est la forme de réserve de la FT3, donc elle a une demi-vie qui est plus longue et donc elle est plus stable. Et on la dose, c'est-à-dire elle est préférée par rapport à la FT3. Suivante. D'accord. Mis à part la surutilisation de la bétadine, est-ce qu'il y a d'autres causes qui causent la surcharge en iode? Est-ce qu'il Oui, y a il y a d'autres d'autres. éléments qui Oui, causent la surcharge en iode? oui. Et il y a également c'est-à-dire la surcharge en iodure d'origine alimentaire, mais surtout d'origine médicamenteuse. Il y a des médicaments qui sont riches en iode et elles provoquent des hypothyroïdies.
Oui. Ok. La mutation de pendrine donneuse surdité réversible ou non? Donc, La mutation. la mutation en pendrine, c'est une protéine qui existe à la fois au niveau de l'oreille et au niveau de la thyroïde. Et la mutation, elle donne au niveau de l'oreille une surdité et au niveau de la thyroïde une hypothyroïdie par défaut de pénétration de l'iode au niveau de la colloïde. La mutation, elle n'est jamais réversible. Elle n'est pas réversible. Si on a une mutation de la pendrine, donc la surdité, elle est toujours là. Et si vous avez une mutation de la pendrine, vous trouvez plusieurs éléments dans la famille qui ont à la fois un goitre et une surdité. Donc, vous pouvez l'évoquer d'emblée, même sans faire, sans faire le diagnostic exact du déficit en pendrine et sans mettre en évidence la mutation exacte. Voilà, l'amiodarone. Merci pour Nourl-Houda Kharfla. Oui, l'amiodarone, c'est parmi les médicaments qui donnent une surcharge en iode qui influence négativement la thyroïde. Oui. Autre. D'accord, ok. Quelle est la forme la plus fréquente de l'hypothyroïdie chez l'enfant? Voilà, si on prend l'hypothyroïdie d'une manière générale, que ce soit acquise ou congénitale, c'est la thyroïdite auto-immune. On parle de l'hypothyroïdie congénitale, c'est les troubles de l'hormonosynthèse. Oui. Et oui, oui. Je continue? Et pardon, c'est juste pour le chiffre que je vous ai donné, la première plaque, la première diapo, c'est le truc de l'hypothyroïdie congénitale. Une naissance sur 4000, c'est la fréquence de l'hypothyroïdie congénitale. Et parmi ces hypothyroïdies congénitales, c'est les troubles de l'hormonosynthèse qui sont les plus fréquents. Voilà, l'hypothyroïdie d'une manière générale, c'est la thyroïdite auto-immune. Avant, non, mais actuellement, il y a beaucoup de thyroïdite auto-immune. Oui. Ok, d'accord. En cas d'hypothyroïdie auto-immune d'Hashimoto, est-ce qu'on trouve le TG élevé ou diminué? La thyroglobuline, hein. C'est ça? Oui, oui, oui. Donc, Enfin, on je trouve présume. la thyroglobuline normale. Donc, on trouve les anticorps antithyroglobuline élevés. Mais c'est-à-dire les anticorps antithyroglobuline ne détruisent pas la thyroglobuline, mais elles bloquent sa fonction. Et j'ai compris la question, c'est-à-dire comme il y a des anticorps qui sont dirigés contre la thyroglobuline, pour elles, il y aura la destruction de la thyroglobuline. Non, c'est le blocage de la fonction de la thyroglobuline. Et donc, il n'y aura pas la libération de la tyrosine qui se fixe sur les iodes. Et donc, ça va inhiber la synthèse des mono- et de déiodothyronine. Oui. D'accord. Est-ce que l'hypothyroïdie d'Hashimoto peut se manifester à un âge précoce? Est-ce que l'hypothyroïdie, D'Hashimoto elle peut, peut se manifester à un âge précoce? c'est-à-dire minimum 2 ans, 3 ans. Donc, théoriquement, il parle de 2 ans, mais les travaux qui ont été publiés, ils parlent de 3 ans. Minimum d'âge, c'est 3 ans. Oui. Alors, une autre question. Comment la surcharge en iode peut provoquer une hypothyroïdie? Oui, ça provoque une hypothyroïdie par un mécanisme de rétrocontrôle négatif au niveau de la glande thyroïdienne elle-même. Alors, voilà. Donc, normalement, l'iode, elle stimule la synthèse, c'est-à-dire elle provoque la stimulation des hormones thyroïdiennes, mais il y a des récepteurs au niveau de la glande thyroïdienne, donc qui inhibent la pénétration de l'iode quand la quantité de l'iode qui arrive dépasse un certain seuil. Je pense que vous avez fait ça quand vous étiez externe. Voilà, donc dans votre module de biologie, de l'Isidana, il y a un chapitre sur ça
Donc, c'est l'effet de rétrocontrôle négatif. L'iode, il joue un rôle de stimulation et d'inhibition au niveau de la glande thyroïdienne. C'est comme le feedback négatif et positif de la T3 et T4. Donc, si on a un déficit en iode, ça stimule la captation. Si on a une surcharge en iode, on inhibe la captation et du fois la surcharge cumulée et à répétition, donc donne une inhibition qui persiste dans le temps et ça va bloquer la fonction thyroïdienne. Oui. Suivante. Il y avait une question dans le même contexte, mais je pense que vous venez de répondre. Est-ce que l'excès d'apport exogène d'iode peut donner l'hypothyroïdie? Oui, et vous venez de l'expliquer. Une autre question, pourquoi l'ectopie de la thyroïde s'accompagne d'une hypothyroïdie alors que la fonction peut être normale? Bien, donc je pense que je l'ai déjà expliqué. Alors... Donc, je vous ai dit déjà que le bon Dieu a bien choisi c'est-à-dire le siège de la thyroïde parce qu'il y a une bonne vascularisation. Et je vous ai expliqué également que la vascularisation, une bonne vascularisation est primordiale pour le bon fonctionnement des cellules folliculaires parce que ça apporte l'iode et ça apporte la TSH et ça apporte les nutriments nécessaires pour la synthèse de la thyroglobuline. Donc, on ne peut pas fonctionner correctement si on n'a pas un bon apport vasculaire. Et voilà, donc on est bloqué à un endroit, par exemple, au niveau sous-lingual ou bien au niveau de la partie supérieure du mid-diastin ou quelque part, donc la vascularisation ne se fait pas correctement et donc l'apport en iode, en TSH et c'est-à-dire aux autres métabolites ne se fait pas correctement et donc ça ne fonctionne pas correctement. Tout simplement. Donc, et avec le temps, on trouve même, c'est-à-dire même si le volume de la thyroïde est normal au début, mais avec l'âge, on trouve une hypoplasie progressive de la glande thyroïde parce que il n'y a pas l'apport nécessaire des éléments qui favorisent le développement de la thyroïde. Et il faut savoir que la TSH, elle joue un rôle, c'est vrai, dans la stimulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, mais également elle joue un rôle dans l'hyperplasie de la thyroïde. Donc, ça favorise toujours la trophicité, une bonne trophicité de la glande thyroïdienne. Et du coup, en cas de l'hypothyroïdie primaire, l'hypersécrétion de la TSH provoque une hypertrophie des glandes thyroïdiennes. Voilà, donc la TSH, elle joue un rôle non seulement dans le fonctionnement, mais dans la trophicité des glandes thyroïdiennes. Et si vous avez vu déjà des malades en hypothyroïdie, je parle de la thyroïdie d'Hashimoto. Donc, après l'administration de la T4 et le blocage de l'hypersécrétion de la TSH, on aura une régression de volume de la thyroïde, régression du goitre. Pourquoi? Parce qu'il y a la diminution de la TSH qui a provoqué avant une hyperplasie de la glande thyroïdienne. Donc, voilà. Donc, il y a, c'est-à-dire, secondairement, on trouve chez les malades qui ont une ectopothyroïdienne non seulement déficit de fonctionnement, mais également une hypoplasie de la glande thyroïdienne et donc ça retentit négativement sur le fonctionnement. Et on peut avoir une hypothyroïdie dès la naissance chez un malade qui présente une ectopie, ou bien elle s'installe après 2 ans, ou là, elle s'installe après 4 ans, ou là, à 10 ans. Ça dépend de la nature de la vascularisation. Donc, le tableau clinique et radiologique et biologique est variable en fonction de la qualité de l'irrigation de la thyroïde. Oui, suivante. Ok. Chez une mère qui présente une hypothyroïdie pendant la grossesse, est-ce que ça va obligatoirement influencer la thyroïde de son Non, ça n'influence enfant? pas du tout la thyroïde, pas du tout. Bon, ça influence peut-être durant le premier trimestre de la grossesse, si la maman n'est pas bien équilibrée, si la FT3, la FT4 n'est pas dans les normes et la TSH, donc on risque d'avoir des retentissements neurologiques, c'est-à-dire que le bébé n'était pas, le fœtus, il n'était pas bien protégé durant le premier trimestre de la grossesse parce qu'il est dépendant de sa mère.
Voilà. Donc, sinon, ça, c'est par rapport à l'effet des hormones thyroïdiennes sur le fœtus. Maintenant, est-ce que les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire le déficit en hormones thyroïdiennes, influence ou non le fonctionnement de la thyroïde du nourrisson? Non. Donc, ça influence pas parce qu'il a la synthèse de ses propres hormones thyroïdiennes. D'accord? Et donc, ça passe, les hormones thyroïdiennes, elles peuvent passer s'il y a vraiment un gradient de concentration. Donc, c'est l'hyperthyroïdie qui influence, c'est pas l'hypo. Voilà, donc l'hypothyroïdie influence si la maman, elle n'est pas bien équilibrée durant le premier trimestre, mais ça influence pas la fonction, ça influence le développement neurologique. Donc, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de médecins, même moi avant, je croyais que la fonction, c'est-à-dire les anticorps antithyroïdiennes de la mère influencent, c'est-à-dire passent chez le bébé et ça bloque les thyroperoxydases de l'enfant, mais quand j'ai fait ma formation en endocrinologie pédiatrique, ils m'ont expliqué que ça n'influence pas. Et voilà, donc c'est pas la peine de surveiller la fonction thyroïdienne chez un bébé dont la maman avait une hypothyroïdie auto-immune d'Hashimoto. Par contre, si la maman a présenté une hyperthyroïdie de base doux, là oui. Donc là, ça influence énormément. Pourquoi? Parce que d'abord, la maman, elle a des anticorps anti-récepteurs de la TSH et des anticorps qui activent. Et également, la maman, elle prend les antithyroïdiennes de synthèse qui passent chez le bébé et qui provoquent, mais qui provoquent une hypothyroïdie chez la mère, chez les bébés. Et donc, le bébé dont la mère a une base d'eau, c'est un bébé à risque. Il faut surveiller sa fonction thyroïdienne depuis la naissance et le prendre en charge correctement. Mais cette hypothyroïdie, c'est une hypothyroïdie transitoire. Voilà. Et si vous voulez, je vous transmets les articles qui parlent c'est-à-dire de l'influence des hormones. J'ai des articles de 2019-2020 qui parlent de la relation entre l'hypothyroïdie maternelle et du nourrisson. Voilà. Du nouveau-né et du nourrisson. Ouais. Bien sûr, on adorait. Alors, la question suivante était, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme du mixœdème? Je l'ai expliqué. Donc, c'est quoi le mixœdème d'abord? Donc, c'est l'accumulation des mucopolysaccharides au niveau sous-cutané et au niveau de la semi-muqueuse. Et pourquoi il y a cette accumulation? Parce qu'il y a un défaut de catabolisme. Et pourquoi il y a un défaut de catabolisme? Parce qu'on n'a pas des hormones thyroïdiennes qui assurent ce catabolisme. Donc, pas d'hormones thyroïdiennes, pas de catabolisme. Donc, accumulation des mucopolysaccharides au niveau de certains organes et absence de répartition correcte. Et voilà, et c'est ça qui donne un aspect grossi, surcharge de la langue, des lèvres, du larynx, des muqueuses. Et vous trouvez un enfant qui a la langue qui a macroglossée, qui a la voix rauque, qui est bouffée avec un abdomen, une surcharge voilà, de la graisse au niveau de l'abdomen, au niveau cervical. C'est ça le mixœdème. Voilà, donc, et au niveau des membres supérieurs, donc il n'y a pas une bonne croissance parce qu'il n'y a pas d'ossification épiphysaire et vous trouvez un enfant donc dont le poids peut être normal ou supérieur à la normale, mais il a l'air d'être obèse parce que c'est la répartition des matières grasses et des mucopolysaccharides qui se fait dans des endroits qui donnent l'aspect d'un enfant obèse et un enfant, ce qu'on appelle un aspect ambassade de Bessade. Voilà. Ça, c'est-à-dire c'est le mécanisme physiopathologique du mixœdème. Et après l'administration des hormones thyroïdiennes, donc on aura le catabolisme progressif de ces mucopolysaccharides, une nouvelle répartition et une c'est-à-dire stimulation de la croissance, de l'ossification des os épiphysaires et donc modification de l'aspect de l'enfant et disparition de l'aspect myxodomatique. Voilà. Et plus le diagnostic est tardif, plus l'hypothyroïdie est sévère, plus le mixœdème est plus important. Suivante. Alors, la dernière question est, en cas de retard statural, est-ce qu'on se contente de faire un bilan thyroïdien sans dépistage, je pense,
Ah non, non, sans dosage des hormones de croissance GH. Non, j'ai pas dit ça, mais c'est juste, c'est-à-dire devant un retard de croissance, généralement on détermine est-ce qu'il y a un retard de croissance pondérale et du coup on calcule toujours le BMI. Donc si on trouve que il y a un retard statural avec un retard pondéral, mais le retard pondéral est plus important, donc là on s'oriente beaucoup plus vers les causes nutritionnelles et digestives. D'accord? Donc ça, c'est devant un tableau de retard de croissance. Si vous avez un retard de croissance statural, mais le poids est normal ou là, un peu supérieur à la normale, on a un certain nombre d'étiologies. Il y a le déficit aux normes de croissance également. Il donne un retard de croissance pondérale, statural, mais le poids il n'est pas bien touché et des fois il est supérieur à la normale et le BMI des fois dans la limite supérieure de la normale. Donc, mais généralement, en cas de déficit en GH, l'âge osseux, même le retard statural est important, même le poids il n'est pas inférieur à la normale, mais l'âge osseux il n'est pas très en retard par rapport à l'âge chronologique, généralement. Voilà, donc ça peut se voir également une taille anormale et poids normal dans d'autres pathologies comme le syndrome de Cushing, comme le prolactinome. Voilà, donc il y a d'autres pathologies qui donnent un poids normal et une taille inférieure à la normale, surtout Cushing, surtout prolactinome, déficit en hormones de croissance et déficit en hormones thyroïdiennes. Mais ce qui est caractéristique chez un enfant qui présente un déficit c'est-à-dire une hypothyroïdie, c'est l'âge osseux qui est très effondré. Mais on commence, pourquoi on doit commencer par le bilan thyroïdien? Parce que pour le reste, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire le déficit en hormones de croissance, si on ne fait pas le diagnostic cette année et on le fait l'année prochaine, il n'y a pas vraiment un grand risque. Par contre, pour l'hypothyroïdie, si on ne fait pas un diagnostic à temps, on risque d'altérer les fonctions cérébrales. Voilà, c'est pour ça que moi, je vous ai dit, si vous avez un retard statural avec un poids normal, vous commencez par le bilan thyroïdien, surtout si vous avez un âge osseux très en retard. Parce que si vous arrivez à faire un diagnostic précocement et à traiter précocement l'hypothyroïdie, c'est ça le message, c'est ça l'objectif. Voilà, sinon, il y a d'autres étiologies. Si vous trouvez que la thyroïde est normale, vous cherchez les autres étiologies. Mais ce qui est urgent, c'est la thyroïde. Et ce qui est caractéristique, c'est l'âge osseux très inférieur à la normale. Suivant. C'était la dernière question, docteur. Oui. Vous avez mentionné avoir modifié la diapo. Pourriez-vous me l'envoyer par mail ou laisser la même sur le site? Quelle diapo? Celle-là, la diapo du cours. Enfin, tout le document, je parlais de la totale. Voilà, donc j'ai rajouté deux diapos. Je vous envoie par mail si vous voulez. Voilà. Ok, vous avez. Avec les articles, s'il vous plaît, dont vous venez de parler. Oui, vous partagez ça avec vos collègues. Bien sûr. Voilà, j'ai rajouté uniquement deux diapos, la diapo 11 et la diapo 12. Voilà, donc voilà, je ne les ai pas mis au début, je me suis dit peut-être que ça ne les intéresse pas trop et j'ai trouvé que c'est très compliqué parce que je ne savais pas qu'on va expliquer le cours comme ça. Je me suis dit ça va compliquer la vie, mais comme voilà, vous avez donné l'occasion aux enseignants à vous expliquer le cours, je me suis dit c'est bien de leur expliquer qu'est-ce qui se passe durant la vie fœtale. Voilà, donc je vous envoie les deux diapos et je vous envoie également les articles. Voilà. Quoi d'autre? Ok. Normalement, c'est tout. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, je sais que c'est fatigant. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours d'hier? Personnellement, non, mais je vais attendre les réponses des étudiants. Voilà, tout le monde en train de... Vous avez une promotion trop sympa, trop gentille, diplomate. Voilà, il y a beaucoup de merci. Ok. Ok, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Alors, voilà ce qu'on est content de faire. Tu es sûr que tu as posé toutes les questions? Oui, certaines. Vous inquiétez pas, j'ai posé toutes les questions. Très bien. Très bien. La greffe des îlots bêta comme option thérapeutique. Alors, d'accord, ça c'est pour le diabète, oui.
Oui, merci pour la question. Euh, Donc, pour le traitement, ça c'est ce qu'on appelle le traitement d'avenir, mais il est pratiqué dans certains centres à l'échelle mondiale. Euh, mais les indications sont limitées et on doit, c'est-à-dire donner en plus les immunosuppresseurs. Donc, c'est-à-dire il y a une externe, je pense, ou bien interne, c'est Mademoiselle Benrouzel qui a présenté une fois la journée de l'étudiant. Je l'ai encadrée pour présenter le traitement d'avenir de diabète et elle a bien parlé de la greffe des cellules souches. Si vous voulez, Hidaya, je vous envoie également c'est-à-dire les articles qui parlent de ça. Et c'est une option thérapeutique qui permet de greffer les îlots cellulaires bêta pour sécréter l'insuline. Mais ce qui n'est pas bien, c'est les immunosuppresseurs. Donc, on doit donner des immunosuppresseurs pour éviter le rejet. Et c'est-à-dire, les auteurs ont trouvé que le traitement par les immunosuppresseurs est plus lourd que le traitement par l'insuline. Et donc, ils sont réservés pour c'est-à-dire les malades qui présentent certaines complications dégénératives et surtout la néphropathie et la rétinopathie. Donc, sinon, voilà, donc c'est pas indiqué pour tout le monde. Et vu l'utilisation des immunosuppresseurs, et je vous envoie les articles si vous voulez plus de détails. Voilà. Comment on doit répartir la dose? Oui, bonne question. Voilà. Donc, comment on doit répartir la dose journalière d'insuline chez un enfant sur le schéma basal-bolus? Merci. Alors, d'abord, on doit calculer la dose journalière. Par exemple, 1 unité par kilo par jour, ou la 1,2 unité par kilo par jour, ou la 1,5 unité par kilo par jour. Puis, donc, pour cette dose journalière, 40% de la dose, elle est sous forme de basal. D'accord? Et donc, soit 40%, il y a des auteurs qui disent 0,35 jusqu'à 0,45 unités par kilo par jour. Ça, c'est pour la basale. Et pour la rapide, c'est 60% et on la répartit en fonction des repas. Si on n'applique pas l'insulinothérapie fonctionnelle, et je vous ai donné normalement le pourcentage pour chaque repas, 35% le déjeuner et le dîner, et 20% pour le petit-déj et 10% pour la collation de 16 heures. Si on applique l'insulinothérapie fonctionnelle, la répartition, la basale, elle reste la même, mais pour la prandiale, elle dépend de ce qu'il mange l'enfant, de la quantité des hydrates de carbone. Alors, les troubles électrolytiques du diabète, donc on a parlé de l'hyponatrémie et de l'hypocalémie. Donc, l'hypocalémie, elle est provoquée, ça, c'est pas le diabète qui provoque ça, c'est l'acidocitose. Donc, c'est l'acidose et l'insulinopénie, donc qui provoque la sortie de potassium intracellulaire vers le milieu extracellulaire et l'acidocitose provoque la perte de sodium et la perte de potassium au niveau urinaire qui sont faussés. Donc, la perte de sodium est faussée par l'hémoconcentration et donc ça donne des natrémies variables. Et la perte de potassium est faussée par la sortie de potassium du milieu cellulaire vers le milieu intravasculaire. Et du coup, le sodium ne nous inquiète pas beaucoup. Ce qui nous inquiète, c'est le potassium parce qu'il peut mettre en jeu le pronostic vital. Et donc, il faut faire une bonne supplémentation en potassium chez un malade en acidocitose, que ce soit durant la phase de réhydratation et de traitement de l'insulinothérapie par voie IV ou bien après le passage au traitement par voie sous-cutanée. Donc, on doit prolonger la supplémentation en potassium durant une semaine à 10 jours après pour compenser les pertes urinaires en potassium. Comment peut-on suspecter cliniquement le diabète néonatal chez le nouveau-né? Le diabète néonatal chez le nouveau-né se déclare comme un diabète type 1 chez un nourrisson. Donc, elle donne un vrai tableau d'acidocitose diabétique avec déshydratation. Donc, chez un nouveau-né, quand on parle de diabète néonatal, il y a né durant les 6 premiers mois. Donc, si vous avez n'importe quel tableau de déshydratation, ou de troubles digestifs ou de troubles respiratoires, donc il faut faire la glycémie et penser au diabète. Donc, c'est la même présentation initiale que le diabète type
1 et généralement ça se manifeste, ça se présente par un tableau d'acidocétose diabétique inaugurale et puis on le traite par l'insulinothérapie IV, normalement puis c'est par la pompe et secondairement on doit voir s'il s'agit d'une forme qui est sensible au sulfamide, on arrête carrément l'insuline et on donne du sulfamide, quoique il y a d'autres formes de diabète néonatal qui résistent au sulfamide. Autre chose? Autre question? Voilà, donc c'est bon. Merci pour vous.